Une voiture, un mensonge et une fin explosive. Certaines trahisons sont des murmures silencieux dans l'obscurité, d'autres éclatent avec le vrombissement électrique d'une supercar hors de prix. Pour Chloé Davis, la Porsche Taycan Rose Gold étincelante était un trophée, la preuve d'une victoire dans une guerre qu'elle croyait déjà gagnée. Elle imaginait Catherine, Kate, Sterling, l'épouse vieillissante et délaissée, se flétrissant dans son bureau impersonnel à la vue de cette magnifique machine, un cadeau d'un homme que Chloé avait réussi à lui voler. Ce qu'elle ignorait en se dirigeant vers le parking visiteur de l'imposante tour Sterling, c'est qu'elle ne conduisait pas seulement le plus beau cadeau de son amant. Elle conduisait l'arme même qui allait faire s'écrouler son monde doré, car le nom sur la carte grise était un nom qu'elle connaissait bien, mais pour de mauvaises raisons. Le mariage de Kate et Dan Sterling avait cessé d'être une union passionnée pour devenir une mise en scène méticuleusement orchestrée. Aux yeux du monde, il formait le couple en or de l'élite de Chicago. Lui, le beau et éloquent directeur financier d'une firme prestigieuse. Elle, l'architecte de génie discrète, associée principale chez Sterling & Partners, le cabinet bâti sur son talent et portant son nom. Il vivait dans une vaste maison en pierre calcaire du quartier de Gold Coast, fréquentait les galas de charité les plus en vue et posait pour les pages mondaines. Mais derrière les portes closes de leur façade de pierre, le silence était palpable, lourd et glacial. Kate avait consacré sa vie à son travail, tandis que Dan s'efforçait de charmer ses clients potentiels avec des dîners et des vins raffinés. Elle était dans son atelier, les doigts tachés de graphite, son esprit tissant des plans en réalités époustouflantes. Elle concevait des gratte-ciel qui redéfinissaient les horizons et des maisons qui étaient des sanctuaires de lumière et d'espace. Son cabinet était son œuvre, son héritage, son refuge. C'était un monde de lignes épurées, de structures logiques et de succès tangibles, tout ce que son mariage n'était pas. Depuis un an, un froid glacial s'était insidieusement installé dans leur relation, un froid qu'aucune affection feinte ne pouvait dissiper. Dan s'était éloigné, son téléphone jalousement gardé comme un dragon protégeant son trésor. Il y avait les réunions clients qui s'éternisaient jusqu'aux petites heures du matin, et les week-ends de golf dont il revenait sans bronzage, mais avec une odeur particulière de parfum inconnu imprégnant ses vêtements. Kate n'était pas naïve, elle était observatrice. Après tout, elle était architecte. Elle voyait les faiblesses structurelles, les fondations défectueuses, les micro-fissures qui menaçaient de faire s'écrouler tout l'édifice, mais elle était aussi stratège. Une démolition brutale, c'est salissant. Elle préférait une démolition maîtrisée. Son 40e anniversaire approchait, un cap qui ressemblait moins à une fête qu'à une ligne de démarcation entre la vie qu'elle avait vécue et celle qu'elle s'apprêtait à vivre. Dan, dans un rare moment d'attention feinte, lui avait demandé ce qu'elle désirait. Peut-être un voyage en Toscane, avait-il suggéré, levant à peine les yeux de sa tablette. Je pensais à quelque chose de plus durable, avait répondu Kate d'une voix douce. Quelque chose rien que pour moi. L'idée mûrissait dans son esprit depuis des mois. D'abord un murmure de défi, elle s'était muée en un rugissement de fierté. Elle venait de décrocher le contrat tant convoité pour le nouveau musée d'art au bord du lac, un projet qui assurerait la réputation de son cabinet pour toute une génération. La prime à la signature était déjà astronomique. C'était sa victoire, son succès, son argent, et elle allait s'offrir quelque chose que Dan ne pourrait jamais toucher, un symbole de son pouvoir et de sa liberté. 2 semaines avant son anniversaire, elle entra seule dans une concession Porsche. Elle ne portait pas le tailleur qu'elle arborait pour les réunions du conseil d'administration, mais un pantalon simple et élégant et un pull en cachemire. Le jeune vendeur l'ignora d'abord, occupé à s'occuper des hommes aux montres clinquantes, mais un homme plus âgé, Monsieur Arthur, perçut la confiance tranquille dans son regard. « Comment puis-je vous aider, madame » demanda-t-il. « Je suis intéressé par la Taycan Turbo S » répondit Kate d'une voix assurée, ne laissant place à aucun doute. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle l'avait étudié pendant des semaines, le summum de la performance électrique, un prédateur silencieux. Elle ne la voulait ni d'un rouge criard, ni d'un noir terne. Elle désigna un échantillon de couleurs qui scintillait sous les lumières du showroom, un rouge baille métallisé givré, une teinte complexe et sophistiquée qui oscillait entre le rose pâle et le lavande, selon la lumière. Elle était unique, féminine et totalement assumée. Elle la paya directement depuis son compte personnel, un compte auquel Dan n'avait pas accès, celui qu'elle avait ouvert lorsque les premières fissures étaient apparues dans leur mariage. Tous les papiers étaient à son nom, Catherine L. Sterling. La voiture était un secret, une promesse qu'elle s'était faite. Elle fut livrée dans un garage privé climatisé qu'elle louait en centre-ville,
un espace connu d'elle seule et de son assistante, Sarah, d'une loyauté sans faille. C'était sa capsule de sauvetage, prête à décoller. Son anniversaire arriva avec une prédiction sans cérémonie. Dan lui offrit une paire de boucles d'oreilles en diamant, magnifiques, chères et totalement impersonnelles. C'était comme une indemnité de départ. Il avait réservé une table chez Aurélia, un restaurant tellement branché que c'en était presque un cliché. Toute la semaine, il fut plus animé qu'il ne l'avait été depuis des mois, mais son énergie n'était pas dirigée vers elle. Il était constamment sur son téléphone, un sourire narquois et satisfait aux lèvres tandis qu'il tapait des messages. « Tu conclus une grosse affaire ?» demanda Kate en faisant tourner le vin dans son verre. « Un truc comme ça » ricana-t-il, les yeux brillants d'un secret qu'elle savait n'avoir rien à voir avec la finance. « Une très grosse affaire, très lucrative. Tu verras. Je suis sur le point de faire une acquisition majeure. » Kate se contenta d'acquiescer, un sourire serein aux lèvres. Elle le laissait garder ses petits secrets. Son propre secret était garé 3 rues plus loin, un témoignage silencieux en or rose du fait que pendant qu'il jouait à des jeux, elle avait déjà acheté tout le stade. En quittant le restaurant, un voiturier s'arrêta dans une berline noire familière. Dan, d'humeur généreuse, donna un pourboire de $100 au jeune homme. Il se tourna vers Kate et passa un bras autour de ses épaules. « Tu vois, Kate, certaines choses valent tout simplement leur prix, » dit-il d'un ton mielleux, empreint d'autosatisfaction. Il suffit de savoir conclure l'affaire. Kate leva les yeux vers lui, le regarda vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit qu'une pitié froide et calculatrice. « Tu n'en as aucune idée, » murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le brouhaha de la ville. Il était tellement occupé à essayer de se reconstruire une vie sur ses fondations qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était sur le point de tout détruire. L'arme est enclenchée. Chloé Davis vivait sa vie à travers un filtre Instagram. Son monde était une collection soigneusement sélectionnée de brunchs, de sacs à main de créateurs et de selfies ensoleillés dans des lieux exotiques, le tout payé par des hommes qui la considéraient comme une nouvelle acquisition de luxe. À 26 ans, elle avait perfectionné son article. Elle n'était pas qu'un joli visage, elle était une experte en désir, capable de flatter l'ego masculin jusqu'à ce que l'homme soit tellement fasciné par son propre reflet qu'il lui offrirait tout ce qu'elle désirait. Dan Sterling était son chef-d'œuvre. Elle l'avait rencontré sur un toit-terrasse où elle fêtait l'anniversaire d'une amie. Plus âgé, distingué, il affichait cette assurance naturelle propre aux familles fortunées, du moins le croyait-elle. Il lui offrit une coupe de champagne, et ses compliments étaient aussi suaves et raffinés que le grand cru. Il lui confia son mariage étouffant avec une femme carriériste qui ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Chloé l'écoutait, les yeux grands ouverts et compréhensifs, la main posée délicatement sur son avant-bras, lui faisant sentir qu'il était vu, désiré et puissant. Un mois plus tard, il lui avait installé un élégant appartement en centre-ville avec une vue imprenable. Son dressing commença à se remplir de bracelets Cartier et de sacs Chanel. Dan n'était pas seulement un bienfaiteur, il était un projet. Elle allait être celle qui le ferait enfin quitter sa femme froide et ennuyeuse. Elle allait devenir la prochaine Madame Sterling. Son obsession pour Kate était totale. Elle passait des heures à parcourir de vieux articles sur les créations de Sterling & Partners, à examiner des photos de Kate lors d'événements caritatifs. Elle voyait une femme simple, sévère, toujours vêtue de vêtements sombres d'inspiration architecturale, une femme qui semblait plus à l'aise avec un plan qu'avec un sac à main de marque. Sa jalousie était vive et acerbe, non pas parce qu'elle convoitait la vie de Kate, mais parce que Kate possédait la seule chose qu'elle ne pouvait pas encore s'approprier. Le nom. La légitimité. La bague. Chloé était convaincue que la guerre se gagnait sur le champ de bataille des possessions matérielles. Chaque cadeau de Dan était un point marqué. Chaque week-end secret était une conquête territoriale. Elle documentait tout sur ses réseaux sociaux privés, un journal numérique de sa conquête, offert à son cercle intime pour le plus grand plaisir de ses amis. Il dit qu'il attend juste le bon moment, confiait-elle à ses amis autour de margaritas épicées. Ses finances sont compliquées. Ils sont liés à sa société, mais il est en train de démêler tout ça. Il m'a dit qu'il était sur le point de conclure un contrat colossal qui nous assurerait un avenir radieux. Pour nous. Ce contrat mirobolant, présenté comme une véritable aubaine, n'était qu'une invention de Dan pour apaiser Chloé et flatter son ego défaillant. En réalité, c'était un gestionnaire de patrimoine prétentieux qui, malgré ses costumes hors de prix, vivait bien au-dessus de ses moyens.
Son train de vie et celui de Chloé étaient financés par un système complexe et profondément illégal de détournement de fonds qu'il avait orchestré à partir des comptes de la propre société de Kate. Il avait créé des fournisseurs fictifs, gonflé les factures de matériel et fait transiter des fonds par une série de sociétés écrans. Il ne considérait pas cela comme du vol, mais comme son dû. C'était lui qui démarchait, qui attirait les clients grâce à son charme. Kate, elle, ne faisait que dessiner les plans. À ses yeux, il prenait sa part légitime. La Porsche allait être son geste le plus grandiose. Après le dîner d'anniversaire de Kate, il s'était rendu au garage privé où elle garait sa modeste berline. Il comptait l'emprunter pour le week-end, mais il l'aperçut alors. Caché sous une housse de soie dans le garage voisin. Dans un garage qu'il savait que Kate louait également, la silhouette d'une voiture de sport se détachait sans équivoque. Sa curiosité piquée au vif, il souleva la bâche. Il resta bouche bée devant la Porsche Taycan couleur Frozen Berry métallique. Elle était magnifique. Il n'avait aucune idée d'où elle venait. Un nouveau client de Kate? Une voiture de fonction dont il n'avait pas été informé? Son esprit s'emballa, mais il n'envisagea jamais la conclusion la plus évidente, Kate l'avait achetée pour elle-même. Kate n'était pas du genre à faire ce genre de choses. Elle était pragmatique, raisonnable. Elle conduisait une voiture fiable et sûre. Ce genre d'achat extravagant n'était pas dans ses habitudes. Un sourire lent et malicieux se dessina sur son visage. La voiture était immatriculée à l'adresse du garage, et il y avait accès. Il trouva les papiers soigneusement rangés dans la boîte à gants. Le nom du propriétaire était K.L. Sterling. Parfait. Il allait faire croire qu'il s'agissait d'une surprise. Une voiture pour la famille Sterling. Mais d'abord, il donnerait les clés à Chloé. C'était un coup de maître en deux temps. Cela ravirait sa maîtresse et lui permettrait d'affirmer son contrôle sur les biens de sa femme. Après tout, il était le maître de maison. Ce qui lui appartenait aussi, il pouvait en disposer à sa guise. Le lendemain matin, il appela Chloé, la voix rauque d'excitation. « Ma chérie, tu te souviens de la petite surprise que je te préparais? Le gros achat? Ne me dis pas que tu m'as encore acheté un bracelet, Ricky. » Elle ronronna. « Beaucoup, beaucoup plus gros, gloussa-t-il. Que penses-tu de la qualité allemande? Le nec plus ultra, 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. » Chloé resta silencieuse un instant, comprenant enfin la portée de ses paroles. « Non. Tu ne l'as pas fait. »« Si, dit-il, savourant son adoration anticipée. C'est pour toi. Un cadeau avant nos fiançailles. Je veux que le monde entier voie ce que je ressens pour toi. Je veux qu'elle le voie. » C'était tout ce que Chloé avait besoin d'entendre. Je veux qu'elle le voie. Ce n'était pas qu'une simple voiture. C'était une couronne. C'était une consécration. Et elle savait exactement ce qu'elle allait en faire. Son esprit se mit aussitôt à élaborer la confrontation. Elle n'allait pas se contenter d'envoyer une photo. Elle remettrait le message en personne. Elle conduirait ce symbole de la dévotion de Dan jusqu'au cœur même du royaume de Kate, son bureau, et observerait la reine des glaces fondre. « Quand est-ce que je l'ai » souffla-t-elle dans le téléphone, le cœur battant la chamade. « Demain, promis Dan. Sois prête. » Mais quelque chose de spectaculaire. Le lendemain après-midi, Dan retrouva Chloé dans un endroit discret, à quelques rues du garage privé. Il se tenait près de la Porsche, le moteur électrique ronronnant à peine. La couleur Frozen Berry semblait irradier sous le soleil de l'après-midi, un symbole de luxe audacieux. Quand Chloé la vit, un véritable soupir d'admiration, spontané, lui échappa. Elle était plus magnifique qu'elle ne l'avait imaginé. On aurait dit une création forgée de champagne cristallisé et d'ambition. « Oh, Ricky » murmura-t-elle en caressant le capot d'une main parfaitement manucurée. « Elle est parfaite. » Dan sourit, le cœur gonflé de fierté. C'était l'adoration dont il rêvait, la validation que Kate ne lui avait jamais donnée. Kate aurait posé des questions sur le prix de l'assurance ou la disponibilité des bornes de recharge. Chloé, elle, ne voyait que le message. « C'est le meilleur pour les meilleurs », dit-il en lui tendant la clé. « Il n'y en a qu'une. Elle est à toi. » Bien sûr, il avait gardé le double des clés fournies avec les papiers de la voiture. Il s'enfonça dans le mensonge qu'il avait si soigneusement élaboré. « Je l'ai acheté pour nous deux, vraiment.
Elle est au nom de famille pour des raisons fiscales. Tu sais comment ça se passe. Mais je veux que tu la conduises, que tu la rôdes. Chloé n'écoutait pas les détails. Elle était déjà en train d'imaginer la story Instagram parfaite. La clé à la main, le logo Porsche bien en évidence. La légende s'écrivait déjà d'elle-même. Certaines filles reçoivent des fleurs. D'autres, c'est la concession entière. Le grand luxe. Elle s'installa au volant, enveloppée par le parfum du cuir neuf et des composants électroniques haut de gamme. Le cockpit lui donnait l'impression d'être dans un vaisseau spatial. « Je n'arrive pas à croire que ce soit à moi, » murmura-t-elle, la voix empreinte de respect. « C'est le cas, » répondit Dan en se penchant pour l'embrasser. « Maintenant, je dois aller à une réunion. Il y a des investisseurs à rencontrer. Profitant. Fais-toi plaisir. Tu l'as bien mérité. » Il lui fit un clin d'œil complice. « Tu pourrais peut-être faire un tour dans des endroits où ça sera apprécié. » Il n'avait pas besoin d'être plus précis. Ils savaient tous les deux exactement ce qu'ils voulaient dire. Tandis qu'il s'éloignait pour héler un taxi, Chloé le regarda partir avec un sourire triomphant. Il était si prévisible. Et elle allait lui donner exactement ce qu'il voulait. Son premier arrêt ne serait ni une balade le long du lac, ni une visite du centre-ville. Sa destination était unique, un objectif précis qu'elle visait depuis des mois. Elle entra l'adresse de la Sterling Tower dans le système de navigation dernier cri de la voiture. La voix douce et mélodieuse du GPS lui semblait être une complice la guidant vers sa victoire finale. Conduire la Taycan était une expérience unique. L'accélération silencieuse et instantanée était enivrante. À chaque feu rouge, elle sentait les regards des autres conducteurs et des piétons posés sur elle. Ils regardaient la voiture, mais elle avait l'impression qu'ils la regardaient elle, la consacrant comme une personne à part. Quelqu'un venait d'arriver. Elle mit sa musique à fond, une playlist sans complexe d'hymnes à l'émancipation féminine, un choix ironique et assumé vu le contexte. En s'engageant sur Wacker Drive, au cœur du quartier financier de Chicago, les gratte-ciels vertigineux de verre et d'acier semblèrent s'ouvrir à elle. La Sterling Tower était l'un des immeubles les plus récents et les plus prestigieux, un chef-d'œuvre moderniste et élégant dont le cabinet de Kate avait, ironiquement, contribué à la conception intérieure. L'ironie échappa à Chloé. Elle ne voyait que la forteresse de l'ennemi. Elle contourna le parking souterrain public et se gara directement sur le parking visiteur de courte durée, juste devant l'entrée principale. C'était une violation flagrante du règlement de stationnement de l'immeuble, réservé aux déposes rapides. Mais c'était justement le but. Elle ne comptait pas s'attarder. Elle voulait que sa voiture soit vue. Elle la gara de telle sorte que sa couleur inhabituelle la rende impossible à ignorer. Prenant une profonde inspiration, elle vérifia son reflet dans le rétroviseur. Son rouge à lèvres était impeccable. Son expression était un masque soigneusement construit, mêlant confiance sereine et pitié. Elle attrapa son sac à main, s'assurant que la clé de sa Porsche pendait ostensiblement à ses doigts. Le hall était une caverne de marbre et de verre, remplie de gens en costume coûteux se déplaçant d'un pas décidé. Un agent de sécurité stoïque, derrière un grand bureau en granit, la regarda s'approcher. « Puis-je vous aider, mademoiselle » demanda-t-il d'un ton neutre. « Je suis venu voir Catherine Sterling » dit Chloé d'une voix douceâtre, teintée d'arsenic. « Je n'ai pas de rendez-vous, mais je suis presque certaine qu'elle voudra me voir. C'est une affaire personnelle. » L'agent passa un coup de fil. Après un instant, il la regarda. « L'assistante de Madame Sterling dit qu'elle est en réunion. Pouvez-vous patienter? Ou vous pouvez laisser un message. » Chloé sourit. « Oh, j'attendrai. Dites à son assistante qu'une livraison a été effectuée. Une livraison très spéciale de son mari. Elle comprendra. » Assise sur un canapé bas en cuir, les jambes croisées, elle faisait mine de consulter son téléphone. Le porte-clés était toujours visible. Un frisson la parcourut. C'était la scène finale du film, celle où l'héroïne courageuse conquiert l'homme et le château. Elle détenait les clés du royaume et s'apprêtait à entrer dans la salle du trône et à annoncer la mort de la reine. Elle était loin de se douter qu'elle était la bouffonne sur le point de commettre l'acte le plus humiliant de sa vie à la cour même de la reine. Échec et mat. Sarah était bien plus que l'assistante de direction de Kate Sterling. Elle était sa gardienne, sa confidente, son système d'alerte précoce. Femme intelligente et d'une organisation impeccable, la trentaine passée,
Sarah travaillait avec Kate depuis les débuts du cabinet et sa loyauté était aussi inébranlable que les fondations des bâtiments qu'elle concevait. Elle fut la première à remarquer les anomalies dans les notes de frais de Dan et la première à qui Kate se confia lorsque les murmures d'infidélité se muèrent en une certitude absolue. Lorsque l'appel provenant de la sécurité du hall arriva, les sens aiguisés de Sarah se mirent en alerte maximale. Une certaine mademoiselle Davis est là pour voir madame Sterling. Elle dit que c'est une affaire personnelle concernant son mari. Sarah se redressa. Davis, le nom figurant dans le rapport du détective privé. Le nom sur les relevés de cartes de crédit pour la lingerie et les escapades de week-end. Madame Sterling est en réunion avec un client et ne peut être interrompue, dit Sarah d'une voix glaciale. La dame m'a dit de vous dire que M. Sterling a fait une livraison spéciale. Sarah plissa les yeux. C'était une escalade. Audacieuse et imprudente. Merci, Frank. Je m'en occupe. Elle parcourut la courte distance jusqu'au bureau de Kate, une suite d'angles avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville et le lac. Kate n'était pas en réunion. Elle était penchée sur un grand plan, totalement concentrée. Un problème, demanda Kate sans lever les yeux. Sentant la présence de Sarah, la blonde du dossier est dans le hall. Sarah dit sans embâge, elle essaie de se faire bien voir. Kate posa son crayon avec un calme délibéré. Elle regarda Sarah et, un bref instant, une lueur de lassitude traversa son visage, aussitôt remplacée par une détermination d'acier. Elle s'y préparait d'une manière ou d'une autre depuis des mois. Elle avait espéré maîtriser le cours des événements, exécuter son plan avec une précision chirurgicale, mais si l'ennemi lançait la bataille à ses portes, elle ne se cacherait pas derrière ses murs. Elle a mentionné une livraison spéciale de Dan, ajouta Sarah. Le regard de Kate se porta vers la fenêtre, puis vers la rue en contrebas. Et là, elle la vit. Garée sans vergogne dans l'allée des pompiers, luisante comme une fleur toxique, la Porsche couleur framboise. Sa Porsche. Une compréhension lente et glaciale la submergea. C'était audacieux. C'était idiot. Et c'était la preuve finale et irréfutable dont elle avait besoin. Dan n'avait pas seulement triché et volé. Il était d'une stupidité monumentale, catastrophique. Laisse-la monter, Sarah. Kate dit, un léger sourire effleurant ses lèvres, vous êtes sûr? Oh, oui, répondit Kate. Veuillez faire venir mademoiselle Davis et demander à Robert de la comptabilité de nous rejoindre dans 5 minutes. Apportez le classeur qui se trouve dans le tiroir bleu, en bas à droite de mon bureau. Sarah, reconnaissant le ton d'un général sur le point de déclencher un piège parfaitement tendu, hocha la tête d'un air sec. Tout de suite. Peu après, Chloé tapotait du pied avec impatience dans le hall lorsque Sarah apparut. Mademoiselle Davis, Madame Sterling va vous recevoir. Chloé se leva, un éclair de triomphe dans les yeux. Ça avait marché. Elle suivit Sarah jusqu'à l'ascenseur, le silence pesant chargé d'une animosité non exprimée. Elles montèrent au 48e étage, le dernier étage occupé exclusivement par Sterling & Partners. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil d'une élégance minimaliste, sol en ardoise, touches d'acier brossé et murs ornés de récompenses encadrées et d'impressionnantes photographies d'architecture. Sarah la conduisit à travers le studio ouvert, où des dizaines d'architectes et de designers travaillaient dans un silence concentré. Les têtes se levèrent au passage de Chloé, moulée dans une robe blanche de créateur et affichant une assurance insolente. Un contraste saisissant avec l'esthétique sobre du cabinet. Chloé savourait l'attention, s'imaginant en fidèle sujet de Kate assistant à l'arrivée de la nouvelle reine. Elles atteignirent les portes vitrées du bureau de Kate. Sarah en ouvrit une et annonça « Mademoiselle Davis est là, Kate ». Kate se tenait près de la fenêtre, dos à la porte, contemplant la ville. Elle portait une simple robe de tailleur bleu marine foncé, ses cheveux tirés en un chignon soigné. Elle paraissait puissante, sereine et parfaitement à son aise. « Merci, Sarah. Vous pouvez fermer la porte. » Chloé entra d'un pas assuré, ses talons claquant sur le sol en béton poli. Elle laissa planer un silence un instant avant de commencer son discours préparé. « Clara, commença-t-elle d'un ton faussement compatissant. Je sais que cela doit être difficile. Je ne voulais vraiment pas que les choses se passent ainsi. » Kate se retourna lentement. Son visage affichait une neutralité polie. « Mademoiselle Davis, je crains de ne pas comprendre. À quoi dois-je cette visite inattendue ?» Cette ignorance feinte était exactement ce que Chloé avait anticipé.
Oh, s'il vous plaît, arrêtons de jouer. Je suis là pour Dan, elle s'éclaircit la gorge pour Ricky. Il se sent terriblement mal de vous avoir fait souffrir, bien sûr, mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Elle s'approcha des chaises des clients devant le grand bureau de Kate et, au lieu de s'asseoir, se percha sur le bord, dans un geste délibéré de marquage territorial. Elle fit pendre le porte-clés de son doigt. Il voulait que je l'aie, voyez-vous, dit Chloé, la voix chargée d'excitation, prête à en découdre. Il a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose de beau, quelque chose qui montre à quel point il m'apprécie. Il vous quitte, Kate. Il attendait juste le bon moment pour vous le dire. Elle marqua une pause, s'attendant aux larmes, à l'explosion, à l'effondrement. Rien. Kate se contenta de l'observer avec un calme inquiétant. Il m'a acheté une voiture, insista Chloé, sa voix devenant un peu aiguë. Une Porsche. C'est en bas, une Taycan Turbo et s'il a dit qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure, au sens propre comme au figuré. Je suppose qu'il a enfin compris qu'il mérite une femme aussi dynamique et passionnante que sa propre vie, pas une architecte ennuyeuse, mariée à son travail. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, d'un geste ample. C'est celle-là, la jolie rose. Il a dit que cette couleur lui rappelait ma peau. C'est tellement romantique. C'était son moment de gloire. Elle avait étalé son atout-maître. Elle avait brandi le symbole ultime de sa victoire sous le nez de l'épouse, là où résidait son pouvoir. Elle se détourna de la fenêtre, un sourire victorieux aux lèvres, prête à assister à la dévastation totale de la femme qui se tenait devant elle. Kate Sterling laissa le silence s'étirer, laissant les paroles triomphantes de Chloé flotter dans l'air comme un parfum bon marché. Elle observait la jeune femme, son air suffisant, sa posture provocante, la façon dont elle brandissait le porte-clés comme un sceptre. Tout cela était si théâtral, si profondément pathétique. Un instant, Kate ressentit presque une pointe de pitié pour elle. Cette femme était un pion dans un jeu auquel elle n'avait même pas conscience de participer, un jeu orchestré par une sottée sur le point d'être terminé par une reine. Finalement, Kate prit la parole. Sa voix était dénuée de chaleur ou d'hystérie. Elle était calme, précise et aussi froide que la vitre à côté d'elle. Une Porsche Taycan Turbo S, répéta-t-elle comme pour savourer ses mots. En gris métallisé givré. Oui, c'est une voiture impressionnante. Ses performances sont inégalées. Le système de freinage régénératif est une merveille d'ingénierie. Le sourire de Chloé s'estompa légèrement. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait anticipée. Elle s'attendait à des larmes, de la rage, une dispute, pas à une description technique. Oh, oui, elle est très rapide. Chloé balbutia, un étrange malaise l'envahissant. Kate menait la danse, orientant la conversation dans une direction qu'elle ne comprenait pas, c'est vrai. Kate hocha la tête et fit un petit pas en avant. De 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, 560 chevaux avec suralimentation, une vitesse de pointe de 259 km/h. Dan t'a dit tout ça, s'exclama Chloé, son malaise s'intensifiant. Il ne saurait pas, répondit Kate, baissant légèrement la voix. Il ne l'a jamais conduite. En fait, jusqu'à hier, elle ignorait même son existence. Un froncement de sourcils confus marqua le front de Chloé. De quoi parlez-vous? Il me l'a acheté. C'était une surprise pour notre avenir. Kate esquissa un sourire forcé. Mademoiselle Davis, Dan a beaucoup de défauts. C'est un menteur, un narcissique et, comme je l'ai découvert récemment, un voleur. Mais une chose est sûre, il manque d'originalité. Il n'a pas l'imagination nécessaire pour choisir une voiture comme celle-ci, et encore moins de cette couleur. Il aurait acheté une Mercedes rouge, car c'est un cliché. Elle fit un pas de plus, les yeux rivés sur ceux de Chloé. Voyez-vous, Dan ne vous a pas acheté cette voiture. Il n'en avait pas les moyens. Sa commission annuelle ne suffirait pas à couvrir la compte. Ce n'est pas vrai, insista Chloé d'une voix tremblante. C'est un brillant gestionnaire financier. Il vient de conclure une grosse affaire. À ce moment précis, on frappa doucement à la porte. Sarah entra, suivie d'un homme à l'air nerveux, vêtu d'un costume froissé et portant un classeur bleu. Vous m'avez demandé, Madame Sterling, demanda l'homme. Robert, de la comptabilité. Oui, Robert. Merci d'être venu, répondit Kate sans quitter Chloé des yeux. Mademoiselle Davis me parlait justement du cadeau très cher que Dan lui a offert.
Elle finit par poser son regard sur le porte-clés que Chloé tenait maintenant mollement dans sa main. « Puis-je le voir ?» C'était un ordre, pas une demande. Hésitante, Chloé le lui tendit. Kate ne le prit pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit un porte-clés identique. Elle appuya sur le bouton de verrouillage. 48 étages plus bas, la Porsche émit un bip sonore. Ses phares clignotèrent une fois. Un sentiment de confusion envahit le visage de Chloé. Kate appuya ensuite sur le bouton de déverrouillage. Elle s'éclaircit la gorge, la voiture bipa 2 fois. « Je crois que c'est là que réside le problème », dit Kate d'une voix d'une douceur glaciale. « Dan ne vous a pas donné de clé. Il vous a donné mon double. Voyez-vous, mademoiselle Davis, j'ai acheté cette voiture il y a 3 semaines pour mon anniversaire, avec une petite partie de la prime à la signature du contrat pour le nouveau musée au bord du lac. Un projet à 9 chiffres. Elle a été achetée grâce à mon fonds de fiducie personnel, payé intégralement. La carte grise, l'assurance, tout est à mon nom. » Elle fit signe au comptable. « Robert, si vous pouviez m'aider. » Robert, bouleversé, ouvrit le classeur bleu. Sur le dessus se trouvait une copie nette et lisible du certificat d'immatriculation du véhicule. Il le brandit. Le nom du propriétaire était parfaitement lisible, même de loin, Catherine L. Sterling. En dessous se trouvaient des copies du virement bancaire et de l'acte de vente. Chloé fixa les documents, le visage blême. Elle sentit son sang se retirer de sa tête, laissant un bourdonnement vertigineux dans ses oreilles. Sa robe blanche de créateur lui parut soudain vulgaire et étouffante. Toute la scène se rejoua dans sa tête. Les déclarations suffisantes de Dan, ses mensonges sur les impôts, et le nom de famille tout s'éclairait d'un coup, avec une clarté écœurante. « Non », murmura-t-elle en secouant la tête, incrédule. « Non, il ne le ferait pas. »« Oh que si », rétorqua Kate sèchement, « parce que c'est un parasite qui se croit tout permis. Il a vu ma voiture, symbole de ma réussite, et a essayé de s'en servir pour vous impressionner et m'humilier. C'était un geste pathétique et désespéré, et c'était le dernier. » Elle prit le porte-clés des doigts désormais inertes de Chloé. « Je crois que cette voiture m'appartient. » L'humiliation était si forte qu'elle pesait sur Chloé, lui coupant le souffle. Le regard du comptable, le jugement silencieux de Sarah près de la porte c'en était trop. Le triomphe initial s'était transformé en un cauchemar de honte publique. « Sarah, » dit Kate d'une voix désormais ferme et professionnelle. « Veuillez faire escorter mademoiselle Davis par la sécurité. Il semblerait qu'elle ait laissé sa voiture sur la voie d'accès des pompiers. Je suis sûr qu'ils pourront la remorquer si elle ne la déplace pas immédiatement. Mais comme elle n'a pas de clé, ça risque d'être compliqué. » La brutalité de cette déclaration était inouïe. Chloé resta figée, anéantie. La femme qu'elle avait cataloguée comme une épouse ennuyeuse et délaissée venait de réduire à néant tout son univers avec la précision d'un chirurgien et le sang-froid d'un prédateur. Tandis que Sarah la prenait doucement mais fermement par le bras pour la conduire vers la sortie, Chloé jeta un dernier regard à Kate, qui s'était déjà plongée dans les documents que Robert tenait. Elle n'avait pas été une rivale. Elle n'avait même pas été une menace. Elle avait été un désagrément mineur et gênant, et on venait de s'en débarrasser. Le chemin de la honte qui la menaçait, à travers les bureaux, sous les regards curieux et figés, lui parut interminable. Épilogue. La reine de Chicago, la victoire silencieuse et les heures qui suivirent le départ humiliant de Chloé s'écoulèrent dans un flou d'activités maîtrisées pour Kate. Elle eut une brève réunion, calme et sereine, avec ses associés principaux, les assurant qu'une affaire personnelle était en cours de traitement et n'aurait aucune répercussion sur les activités du cabinet. Elle examina les plans du musée, y ajoutant quelques annotations pertinentes et perspicaces. Pour tout observateur, elle incarnait le calme professionnel absolu. Mais sous cette apparente sérénité, une colère sourde bouillonnait, attendant le moment propice pour se déchaîner. Elle quitta le bureau à 18 heures précises. Elle ne dit rien à personne. Au lieu de prendre sa voiture habituelle, elle prit l'ascenseur jusqu'à son garage privé. Elle s'approcha de sa Porsche et s'installa au volant. L'odeur du cuir neuf était désormais mêlée à la légère et écœurante senteur du parfum de Chloé. Kate grimaça et baissa toutes les vitres, laissant la fraîcheur du soir chasser cette odeur désagréable. Elle rentra chez elle, non pas en trombe, mais avec une lenteur délibérée, presque processionnelle. Chaque feu rouge était pour elle une pause pour respirer, se recentrer, aiguiser sa colère jusqu'à en faire une pointe acérée et dangereuse.
Lorsqu'elle se gara dans le garage de leur maison de Gold Coast, la voiture de Dan était déjà là. Il était rentré plus tôt que prévu. Tant mieux. Elle entra dans la maison par le vestibule. Il était dans la cuisine, se versant un généreux verre de whisky. Il fredonnait, signe indéniable de sa satisfaction. Il pensait que son petit coup avait fonctionné. Il pensait avoir manipulé les deux femmes et en être sorti vainqueur. « Te voilà », dit-il avec un large sourire. Il ne remarqua pas les nuages noirs dans ses yeux. « Longue journée ? Tu as l'air fatigué. » « C'était une journée bien remplie, » dit Kate en posant sa mallette sur l'îlot de marbre qu'elle avait conçu. « Il s'est passé quelque chose d'intéressant » demanda-t-elle en prenant une gorgée de son verre. L'image même de l'innocence désinvolte. « Une femme nommée Chloé Davis est venue me rendre visite à mon bureau aujourd'hui, » dit Kate d'une voix neutre. Dan s'étouffa avec son whisky. Il toussa. Son visage devint rouge. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Il se reprit rapidement, tentant d'afficher un air confus. « Chloé ? Je crois que c'est la fille d'un client. Une fille un peu perturbée. Pourquoi serait-elle venue te voir ? Elle est venue m'annoncer que tu me quittais, » poursuivit Kate en ignorant sa faible tentative d'esquive, et me montrer le cadeau extravagant que tu lui avais offert. Une Porsche, Dan. Une Porsche. Or rose. Le calme de Dan commença à vaciller. Écoute, Kate, il y a eu un malentendu. Cette voiture, je l'ai achetée pour nous. Pour toi, pour ton anniversaire. Je comptais te faire la surprise ce week-end. Cette idiote a dû se tromper. Je l'ai laissé faire un tour. C'est tout, pour rendre service à son père. Arrête, dit Kate d'une voix dangereusement basse. Ce simple mot transperça sa défense fanfaronne comme un éclat de verre. Arrête de mentir. Arrête. Elle s'éclaircit la gorge. Chaque mensonge que tu profères est une insulte aux 20 années de ma vie que j'ai gâchées avec toi. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier en cuir. Pas le bleu du bureau. Celui-ci était noir. Elle le fit glisser vers lui. La voiture est le cadet de tes soucis. Il regarda le dossier, puis elle. Sa bravade se dissipa enfin, laissant place à une peur palpable. Qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat d'une enquête de 6 mois menée par un cabinet d'expertise comptable, expliqua Kate. Il semblerait qu'il y ait eu des irrégularités financières chez Sterling & Partners. Des fournisseurs fantômes, des factures de matériaux de construction gonflées, une série de paiements transitant par des sociétés écrans offshore aux îles Caïmans. Au total, 4 millions de dollars ont été détournés de ma société ces 2 dernières années. Le visage de Dan devint livide. Il avait l'air d'avoir reçu un coup. Il s'affaissa sur un tabouret, les mains tremblantes. Tout, poursuivit Kate d'une voix implacable, remonte jusqu'aux comptes que vous contrôliez. Vos comptes secrets. Ceux que vous utilisiez pour payer l'appartement de Mademoiselle Davis, ces virées shopping. Ces petits voyages. Ceux qui vous permettaient de vous construire votre misérable petite vie de rêve. Tout ça avec mon argent. Kate, je peux m'expliquer, murmura-t-il d'une voix rauque. Ce n'était qu'un prêt. Je comptais le rembourser. J'ai fait de mauvais investissements. Vous êtes un voleur, affirma Kate, ses mots résonnant comme un verdict. Tu ne m'as pas seulement trompé, tu m'as volé. Tu as volé mes employés, mes associés. Tu as essayé de détruire la seule chose que j'ai construite de mes propres mains. Il leva les yeux vers elle, le regard suppliant. L'homme charmant et sûr de lui avait disparu, remplacé par un animal désespéré et acculé. S'il te plaît, Kate, on peut arranger ça. Je te rembourserai, je te le jure. On n'a rien à dire à personne. Pense à notre réputation, à nos amis. Tu n'es plus en état de penser à quoi que ce soit. Une nouvelle voix retentit depuis l'entrée. Kate et Dan se retournèrent. Un homme grand, impeccablement vêtu, se tenait là. C'était Jonathan Miller, l'avocat de Kate, et l'un des avocats les plus redoutés de la ville. Jonathan, s'exclama Dan, stupéfait. Dan, répondit l'avocat d'un bref hochement de tête. Kate m'a demandé d'être là. Elle n'a pas le choix et, je crois qu'elle a exposé les faits. Il ouvrit sa mallette et en sortit une pile de papiers. Voici les papiers du divorce, pour adultère et malversation financière.
Vous quitterez cette maison ce soir. Vous n'aurez aucun contact avec Kate ni aucun employé de son cabinet. Vous recevrez une petite allocation prélevée sur un compte joint pour couvrir vos dépenses immédiates. Une générosité que je vous avais déconseillée. Il sortit alors d'autres documents. Voici une confession et un accord de remboursement. Vous allez céder tous vos biens, votre pension, votre portefeuille d'investissement, absolument tout, pour commencer à rembourser les 4 millions de dollars que vous avez volés. En échange de votre entière coopération, Kate a accepté, pour l'instant, de ne pas porter plainte. Des poursuites pénales. Un détournement de fonds de cette ampleur est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison fédérale, a déclaré Jonathan calmement. Je vous conseille d'accepter cet accord. C'est la seule que tu auras. Le combat avait complètement anéanti Dan. Il était piégé, manœuvré à chaque tournant. Il avait sous-estimé Kate à un point tel que c'en était sidérant. Il ne la voyait pas comme une partenaire, mais comme une ressource à piller. Il n'avait jamais perçu la brillante stratège qui épiait chacun de ses mouvements, rassemblant patiemment les preuves nécessaires pour le détruire. D'une main tremblante, Dan Sterling, l'enfant chéri de la finance de Chicago, prit le stylo que lui tendait l'avocat et commença à signer son contrat. Kate le regarda, non pas avec haine, ni même satisfaction, mais avec un profond vide purificateur. La cage dorée était enfin ouverte. Le spectacle était terminé. Épilogue. Liberté sur Wacker Drive. 6 mois plus tard, l'automne à Chicago paraît la ville de teinte dorée et pourpre. Kate Sterling se tenait sur une plateforme métallique provisoire, 4 étages au-dessus du sol, le vent frais fouettant des mèches de cheveux sous son casque. En contrebas, le chantier du nouveau musée d'art au bord du lac bourdonnait d'activité. Le chaos organisé de la création. L'air était imprégné de l'odeur du béton frais, de la sueur et de l'immensité fraîche du lac Michigan. C'était son élément, pas le silence stérile d'une salle de réunion, mais ici, où les plans et les rêves prenaient forme. L'installation du mur rideau est en avance sur le calendrier, Madame Sterling, annonça le chef de chantier, un homme costaud nommé Peter, sa voix résonnant au-dessus du bruit d'une grue voisine. La façon dont vous avez conçu la galerie ouest en porte-à-faux est magnifique. Les gars se sont grattés la tête devant les plans, mais maintenant qu'ils la voient se dessiner, ils comprennent. On aura l'impression qu'elle flotte dans les airs. Kate sourit, un sourire sincère et spontané qui illumina son visage. C'est exactement ça, Peter. Merci. Continuez votre excellent travail. Tandis qu'elle contemplait la structure métallique qui se détachait sur le ciel d'un bleu éclatant, sa vision prenant forme, elle ressentit une profonde paix. C'était réel. C'était à elle. Un héritage bâti d'acier, de verre et d'intellect, des fondations bien plus solides que sa vie personnelle. Ici, les fantômes de son passé récent la hantaient rarement. Ils avaient été exorcisés par l'énergie inlassable de son travail et sa liberté retrouvée. Une notification vibra sur son téléphone, glissée dans la poche de sa veste. Elle savait déjà de quoi il s'agissait. Le 10 de chaque mois à 9 h, elle recevait le même courriel automatique et impersonnel du compte de recouvrement ouvert par Jonathan Miller. Objet, fonds de remboursement Montero. Versement mensuel reçu. Une confirmation silencieuse et numérique de sa victoire. Le premier mois, en voyant cette somme dérisoire, une infime fraction de ce qu'il avait volé, elle avait éprouvé une lueur de satisfaction amère. Désormais, ce n'était plus qu'un bruit de fond, le souvenir d'un homme qui s'était réduit à néant. L'oubli total. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de Dan, c'était par le biais du réseau de ragots notoirement efficace de la ville. Dépouillé de ses biens et de sa carrière, il avait vendu ses dernières montres de marque pour s'offrir un camion de déménagement et avait pris la route pour une banlieue morne du sud afin de s'installer dans le sous-sol de sa sœur. Sa dernière communication avec Kate avait été un long courriel décousu, envoyé depuis une adresse Gmail générique, débordant d'apitoiement sur soi, de reproches et d'un appel pathétique et de dernière minute à leur passé commun. Elle avait lu les 2 premières phrases, reconnu la cadence familière de son narcissisme et l'avait supprimé sans hésiter. Il appartenait au passé, un chapitre mal écrit. Chloé Davis avait disparu encore plus complètement. Ses comptes sur les réseaux sociaux avaient été supprimés, son nom effacé du monde numérique qu'elle avait si désespérément tenté de conquérir. Sarah avait mentionné, avec un manque flagrant de compassion, qu'une connaissance avait juré l'avoir vu travailler derrière le comptoir des cosmétiques d'un grand magasin dans un centre commercial à 1 heure de la ville. Son visage, elle n'avait plus son maquillage habituel,
ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un uniforme en polyester. Elle était redevenue une fille comme les autres. Ses 15 minutes de gloire étaient terminées. Kate ne ressentit rien en apprenant la nouvelle. Ni pitié, ni triomphe, seulement une immense et définitive indifférence. Plus tard dans l'après-midi, de retour dans les bureaux baignés de soleil de Sterling & Partners, le changement était palpable. La tension oppressante qui avait subtilement imprégné le cabinet durant la dernière année de mariage de Kate avait disparu, remplacée par une énergie collaborative et dynamique. Elle avait promu 2 jeunes architectes méritants et lancé une initiative d'innovation interne, encourageant son équipe à repousser les limites. Elle était plus présente, plus impliquée, et sa passion était contagieuse. Elle passa 1 heure à conseiller une jeune designer prometteuse, à examiner son travail. Elle examinait ses croquis pour une bibliothèque communautaire, le stimulant et l'inspirant. « Ne te contente pas de concevoir un bâtiment », lui dit-elle d'une voix vibrante d'énergie. Crée l'expérience. Quelle est la sensation de la lumière à 10 heures du matin dans le coin lecture pour enfants? Quel est le bruit d'un pas sur ce sol? C'est là que réside l'architecture. Ce soir-là, elle rentra chez elle, dans la maison en pierre calcaire de la Gold Coast. Pendant les premières semaines après le départ de Dan, la maison lui avait paru terriblement vide, hantée par les échos d'une vie partagée. Mais Kate, architecte dans l'âme, l'avait traité comme n'importe quel autre projet. Elle l'avait repensé. Les lourds meubles en acajou de Dan et les œuvres d'art traditionnelles et sans charme avaient disparu, donnés à une association. À leur place, on trouvait les lignes épurées du design scandinave, de l'art contemporain d'artistes locaux de Chicago et des étagères remplies de philosophie et de poésie aux côtés de ces ouvrages d'architecture. L'espace était désormais à son image, calme, raffiné et profondément personnel. Elle se versa un verre de Sauvignon blanc, mit un vieux disque de jazz et s'installa dans un fauteuil confortable de son salon, observant les lumières de la ville scintiller par la fenêtre. Le silence n'était plus pesant ni froid. Il était paisible. Le vendredi venu, une envie familière la saisit. Elle termina son travail, dit au revoir à Sarah et prit l'ascenseur jusqu'au garage privé. Là, elle brillait sous les néons, la Porsche couleur framboise. Un temps, elle avait songé à la vendre, craignant qu'elle ne reste un objet contaminé. Mais elle avait vite compris que ce serait donner à Dan et Chloé une petite victoire posthume. Elle avait mérité cette voiture. Elle l'avait choisie. Elle ne laisserait pas leur petit drame sordide la définir. Elle se glissa au volant. Aucune trace de parfum indésirable, seulement l'odeur propre et réconfortante du cuir. Elle s'engagea dans la circulation du soir, non pas pour rentrer chez elle, mais sur la longue et fluide promenade de Lakeshore Drive. Le soleil couchant embrasait l'eau d'une lueur flamboyante, et l'horizon se parait de ses joyaux nocturnes. Elle ouvrit le toit panoramique, laissant entrer l'air frais d'automne. S'engageant sur l'autoroute, le moteur électrique de la Taycan répondit par sa poussée silencieuse caractéristique. Elle ne roulait pas à toute allure. Elle se fondait dans le flux électrique de la ville. Elle repensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt, sereine, patiente, mais portant la lourde armure d'une guerre secrète. Cette femme-là était sur la défensive, planifiant méticuleusement une contre-attaque. La femme qu'elle était devenue n'était plus en guerre. Elle avait gagné, et ce faisant, elle avait compris que le combat lui-même était indigne d'elle. Sa victoire ne résidait pas seulement dans la chute de Dan ou l'humiliation de Chloé. Elle résidait dans cet instant, dans la joie simple et profonde de conduire une voiture qu'elle aimait, à travers une ville qu'elle avait contribué à bâtir, vers un avenir qu'elle avait elle-même façonné. La route s'étendait devant elle, serpentant le long du magnifique et infini rivage du lac. Kate serra le volant, un petit sourire confiant aux lèvres. Elle ignorait où elle allait, et pour la première fois depuis longtemps, cela lui semblait parfait. Voici l'incroyable histoire d'un acte de trahison audacieux qui s'est retourné contre ses auteurs de la manière la plus spectaculaire qui soit. L'histoire de Kate nous rappelle avec force que la véritable force ne réside ni dans le bruit ni dans l'ostentation. Elle réside dans une intelligence discrète, une patience stratégique et la conscience de sa propre valeur. Pendant que Chloé et Dan se livraient à un jeu superficiel d'apparence, Kate jouait aux échecs, et elle avait toujours 3 coups d'avance. Elle n'a pas seulement récupéré sa voiture. Elle a reconquis son entreprise, son pouvoir et sa vie, prouvant que la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à bien vivre. C'est reprendre tout ce qui nous appartient légitimement. Qu'avez-vous pensé du coup final de Kate? Une justice froide et implacable, ou Dan et Chloé ont-ils eu ce qu'ils méritaient? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.
C'est entièrement de ma faute. Toutes mes excuses. Je me suis laissé emporter par le récit. Voici la suite de l'histoire de Kate, y compris le moment de son choix crucial, entièrement en anglais. Un nouveau chapitre, un risque pour son équilibre personnel. Kate maintenait sa vitesse, mais la Taycan ne glissait plus aussi bien qu'avant le long de Lakeshore Drive. La perfection de son après-midi venait d'être brisée par un homme qui ignorait jusqu'à son identité. Elle quitta l'autoroute et se gara près du lac, où le soleil couchant flamboyant teintait le lac Michigan d'or. Un génie structurel, une merveille à protéger. Ces mots résonnaient dans sa tête. Dan vit la Porsche et pensa à la possession. Chloé la vit et pensa au statut social. L'autre homme, un ingénieur structure, contempla la travée ouest en porte-à-faux qu'elle avait conçue, l'âme même de l'œuvre. Il vit la vérité. Elle avait gagné la bataille, reconstruit sa carrière et ses finances, mais Kate réalisa qu'en érigeant des murs si solides autour de sa vie, elle s'était emprisonnée sans le vouloir. Elle avait atteint la perfection absolue et se sentait émotionnellement insensible. Tranquille, donc. L'espoir, finalement, était vain. Là où il y a vérité, il y a risque. Dan lui avait appris cette leçon, mais il lui avait aussi prouvé qu'éviter le risque ne signifiait pas éviter la souffrance. Kate fouilla dans son compartiment de rangement, non pas pour des dossiers ou de l'argent, mais pour son vieux téléphone portable, celui qu'elle utilisait pour contacter discrètement ses avocats et son détective privé. Elle ouvrit l'application Contact qu'elle avait réinstallée. Elle avait un nom pour commencer. Skidmore, coordonnées de la Galerie Ouest. Le lendemain matin, Kate ne dit rien de cette rencontre à Sarah. Elle se plongea dans son travail comme d'habitude, gérant les réunions concernant les matériaux et les contrats du musée. Mais il y avait une différence. Elle avait pris une décision. À midi, elle envoya un courriel à son principal interlocuteur chez Skidmore. Ils étaient le bureau d'études en charge du projet de musée. Elle demanda une réunion technique impromptue, non pas à leur bureau, mais à la galerie ouest du chantier. Je souhaite examiner de plus près les points d'ancrage et les plaques d'appui de la travée en porte-à-faux. Ce sera une réunion informelle sur place, écrivit-elle. Dans l'après-midi, Kate arriva sur le chantier, casque et bottes de sécurité sur la tête. Un groupe d'ingénieurs l'attendait sur la terrasse venteuse de la galerie ouest, et il était là. Bienvenue, Kate. Notre homme, Elias Vance, est là, présenta son contact. Elias Vance, un nom commun, un homme hors du commun, un esprit brillant. Mademoiselle Sterling, dit Elias en lui serrant la main. Sa main était rugueuse, usée par le travail, et non froide comme dans les salles de réunion climatisées. Excusez-moi pour mon impolitesse d'hier. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ce n'est rien, le coupa Kate d'une voix étrangement calme. J'apprécie l'intérêt que vous portez à mon travail. La Galerie Ouest est précisément la raison pour laquelle je souhaitais vous rencontrer. J'ai quelques idées concernant les matériaux de revêtement que je voulais vous soumettre directement. La réunion commença, mais se transforma rapidement en une discussion privée entre Kate et Elias. Il ne la flatta pas au sujet de sa Porsche ou de sa fortune. Il la mit au défi. Lorsque Kate proposa une solution pour le poids, Elias souligna aussitôt les risques de vibration. Lorsqu'elle tenta de négocier le coût, il défendit la structure avec la conviction inébranlable d'un parent protégeant son enfant. Il la considéra comme son égale, une partenaire redoutable. La conversation devint le dialogue intellectuel dont Kate rêvait. Si vous voulez de la durabilité sans ajouter de charge, il faut revenir à l'idée de départ, dit Elias en esquissant rapidement un schéma sur un morceau de contreplaqué. C'est moins spectaculaire, mais c'est la solution la plus honnête. Honnête. C'était le dernier mot qu'elle s'attendait à entendre sur un chantier. La réunion prit fin. Tandis que les autres partaient, Elias s'attarda. Je sais que je suis un étranger, mais je tiens à m'excuser, dit-il d'une voix sincère. Je sais pour vous et Dan. Dans ce milieu, les rumeurs vont vite. Kate se prépara à entendre des paroles de pitié. Inutile. Je ne parle pas par pitié, l'interrompit Elias. Je parle parce que c'est un idiot. Il a tourné le dos à quelqu'un qui est non seulement talentueux, mais aussi le seul architecte capable de voir la vérité derrière les chiffres, une qualité rare. Et si tu as besoin d'un allié, de quelqu'un qui comprend ce que tu essaies de construire, je suis là. Non pas comme ingénieur structure, mais comme un homme. Il lui tendit la main, non pour une poignée de main,
mais comme une offrande, une invitation à devenir partenaire, non seulement en affaires, mais dans la vie. Kate regarda sa main. D'un côté, la solitude absolue qu'elle s'était construite. De l'autre, le risque d'un amour qu'elle avait juré de ne plus jamais accepter. Quelle construction allait-elle bâtir désormais?